Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Nadja Marlouf, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice de documentaires, photographe. Votre nouveau projet est consacré aux féministes françaises de confession musulmane. Votre précédente exposition s'intitulait « De l'invisible au visible, Moudjahidat » qui rassemble une série de portraits, on le voit à l'image, de femmes qui ont combattu pendant la guerre de libération en Algérie. Avec nous également Morad Montazami, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. Historien de l'art, rédacteur en chef de la revue Zaman et vous êtes le commissaire de l'exposition intitulée « Bagdad mon amour ». C'est en ce moment à l'Institut des cultures d'islam à Paris jusqu'à la fin juillet. Gilles Gauthier, bienvenue également. Vous êtes commissaire scientifique de l'exposition « L'épopée du canal de Suez », nouvelle exposition événement de l'Institut du monde arabe. C'est jusqu'à l'été prochain, jusqu'au mois d'août. Avant de vous donner la parole à tous les trois chers invités, connexion Beyrouth. Connexion Beyrouth à la rencontre d'une grande architecte, Lina Gotmeh, multiplie les projets partout dans le monde, du Japon à la France, en passant bien entendu par sa ville natale, la capitale libanaise. Reportage Wissam Sharaf. À Beyrouth, cet immeuble atypique allie urbanisme, modernité, écologie et poésie. Une sorte d'hommage à la ville natale de Lina Gotmeh. Car cette architecte franco-libanaise s'est donnée pour mission d'insuffler une âme au bâtiment qu'elle construit. On est vraiment dans cette expression de Beyrouth même, dans son état actuel. Beyrouth, c'est le mélange de ruines de guerre. C'est une Beyrouth aussi qui se transforme avec la répétition des mêmes appartements, avec des tours qui émergent dans la ville. Et d'un autre côté, ces petites maisons qui représentent l'histoire. Et ce bâtiment, pour moi, c'est un peu la matérialisation de toutes ces histoires dans une seule stèle. Lina Gotmeh ne se contente pas de construire du fonctionnel. Dans cet immeuble asymétrique, chaque étage est agencé de façon à apporter un rapport à la ville différent. Une forme de résistance face à des constructions et des modes de vie standardisés. Dans certains, on a un cadrage bien spécifique dans lequel la ville se transforme comme un tableau. Différents tableaux qui viennent habiller l'espace intérieur. Et certains endroits, on est plutôt projeté vers l'extérieur. Du passé douloureux du Liban, de sa destruction, de l'espoir qui renaît, l'architecte reprend des ouvertures qui constellent de façon irrégulière la façade extérieure du bâtiment comme autant d'impacts de balles. C'est le trou de ce sniper-là qui se mettait là et qui visait un autre sniper ou qui visait les passants dans la rue. Et c'est un moment qui se regrave dans l'histoire de cet immeuble, dans son architecture, mais qui ouvre aussi vers une nouvelle façon de voir cette mémoire-là et qui la transforme en un lieu habité. Construire la mémoire, un alliage entre le beau et le brut pour cet architecte protéiforme qui recherche dans le passé les fondations de ses futurs bâtiments aux quatre coins de la planète. Voilà pour cette rencontre avec Lina Gotmeh, architecte libanaise. On va maintenant passer de Beyrouth à Bagdad avec vous, Morad Montazami. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dresser un état d'esprit général, un tableau de cette exposition Bagdad mon amour? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, il s'agit d'une exposition manifeste. Manifeste dans le sens où elle essaye de combler aussi peut-être un manque de dialogue ou de prise de conscience dans les institutions culturelles françaises, parisiennes, françaises, vis-à-vis de l'Irak, vis-à-vis de la crise humanitaire et patrimoniale qui agite l'Irak, évidemment, avant 2003, évidemment, mais notamment depuis 2003, parce que la situation qui a évolué vers les pillages systématisés des musées et des sites archéologiques irakiens donne un petit peu l'arrière-fond de l'exposition sur lequel les œuvres d'artistes contemporains viennent prendre position et participer en quelque sorte à la réinvention du patrimoine irakien. Alors justement, le parcours évoque en filigrane les conflits, les pillages, vous l'avez dit, les destructions en Irak, à travers le travail de plusieurs artistes. On a notamment Resmi Al-Khafaji, Ali Assaf, Salamat Assabri, Julien Audebert, pour ne citer que. Comment c'est construit exactement? L'idée, c'est quoi? Ce sont des œuvres réalisées pour l'occasion? Ce sont des œuvres d'artistes irakiens que l'on peut revoir à cette occasion? Il y a vraiment une diversité à la fois dans les générations d'artistes représentés dans l'exposition, la manière de représenter aussi la diaspora irakienne, mais aussi des artistes et activistes qui travaillent en Irak, ou en tout cas récemment, comme le Mosul Eye Bureau, puisqu'il y a une extension liée à Mossoul dans l'exposition qui est majoritairement sur Bagdad, pour donner justement une actualité à la manière de se confronter à ces crises en tant qu'artiste. Et au-delà de ça, donc ce sont des œuvres pour la plupart produites avant l'exposition, parce que ce sont des artistes qui sont souvent dans des démarches presque de chercheurs, voire même d'artistes
archéologues qui se confrontent avec les questions d'archives, avec les questions de documentation, soit documentation des désastres, soit documentation de l'héritage moderne de l'âge d'or de Bagdad qui préexiste à ces désastres et que ces artistes explorent, réinterprètent, et donc nécessairement un travail au long cours. Donc, alors, parmi les artistes qu'on a choisis, il y a notamment l'œuvre de Rakowicz, Michael Rakowicz. Je vous présente cet artiste parce qu'on peut voir aussi l'une de ses œuvres en ce moment à Londres, une capitale que vous est chère, puisque vous travaillez aux Têtes modernes, notamment, il me semble. On va la voir à l'image. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi cet artiste, au juste Michael Rakowicz, artiste irakien de confession juive, Écoutez, Michael Rakowicz, qui est un artiste, donc oui, effectivement américain d'origine juive irakienne, a un rôle très important dans l'exposition et plus généralement dans la réponse des artistes à la crise de l'Irak, puisque depuis 2008, il développe ce projet qui s'appelle The Invisible Enemy Should Not Exist, Work in Progress, dans lequel il reconstitue les antiquités perdues du Musée national de Bagdad en papier mâché et à l'échelle des objets réels. Donc il en reconstitue. Il en a fait plus d'une centaine et aujourd'hui, il connaît une certaine apogée avec la commande qui lui a été faite à Trafalgar Square où il a redéveloppé cette même technique de la reconstitution en papier mâché qui est typique, je dirais, de l'esprit de l'exposition qu'on a mis en place, c'est-à-dire un esprit vraiment plutôt de célébration et de réinvention plutôt qu'un esprit de... Un plaidoyer notamment pour les migrants, pour la culture. L'ennemi invisible n'a pas lieu d'être, ne devrait pas exister, c'est ainsi qu'on pourrait le traduire. Peut-être je me tourne vers vous, Gilles Gauthier, parce que vous connaissez l'Irak, vous y avez été en poste, notamment en tant que diplomate. Je l'ai connu il y a très longtemps. J'ai connu, oui, c'était mon premier poste diplomatique en 82, de 82 à 84. Et puis je suis revenu là-bas au moment de la crise des otages, la première crise. J'ai passé 1 mois et demi, mais là complètement enfermé. J'ai quand même circulé dans la ville. Mais qu'est-ce que ça vous évoque, Bagdad, justement? Parce qu'on va parler tout à l'heure d'un autre... Des roses. C'est une ville pleine de roses. Ouais. C'est une ville pleine faite de petites maisons, basses en général, et très étendues. Et dans toutes ces maisons, il y a des jardins avec des roses. Mais nous étions très enfermés. Les Irakiens n'avaient pas le droit de nous fréquenter à l'époque où j'étais diplomate. C'était extrêmement difficile. J'avais réussi à ouvrir des brèches, mais ces brèches étaient extrêmement étroites. Et donc je n'ai jamais, je serais très content de voir un Irak, bien sûr déchiré, bien sûr, mais certainement plus libre tout de même que ce que j'ai connu. Et apaisé aussi, on l'espère à l'avenir. Nadja Makhlouf, peut-être d'abord un mot sur Bagdad, mon amour. C'est une exposition typiquement que vous aimeriez aller voir? Je devais aller la voir, je m'en excuse, j'ai pas encore eu le temps. Vous avez encore le temps. Mais je devais la voir et effectivement, c'était quand j'ai découvert le travail qui était présenté, automatiquement j'ai eu envie d'aller la voir. Donc je peux rien en dire pour le moment, j'ai pas encore en attendant, on va voir en tout cas vos travaux, photos. Vous vous êtes intéressé précédemment à une trilogie sur la condition des femmes en Algérie. Femme fatale qui dresse le portrait de femmes en Kabylie, en Algérie. Et puis votre exposition aussi de l'invisible au visible, Mujahidat. Mujahidat en arabe, ça veut dire donc combattante. C'est le deuxième volet. Le troisième que vous préparez, ce sera sur les Touaregs plutôt. Oui. Alors prenons justement ces photos de combattantes algériennes. Pourquoi est-ce que vous avez voulu leur rendre hommage? Tout simplement parce que, comme le titre l'indique, je me suis rendu compte que les femmes combattantes étaient complètement invisibles dans les livres d'histoire et dans la mémoire collective, en tous les cas en France. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose autour de ces femmes-là. Et c'est pour ça que, naturellement, j'ai fait un travail sur ces femmes-là. Donc, il y a l'idée du diptyque, c'est-à-dire que je prends une photo d'elles aujourd'hui et je leur demande de me donner une photo d'époque, de 54 à 62, donc pendant la guerre. Et avec ça, il y a un texte qui explique ce qu'elles faisaient avant, pendant et après. Alors justement, on va s'arrêter sur l'une d'entre elles où l'on voit une jeune femme combattante qui pose en uniforme. Et puis bien entendu, les années ont passé, on la revoit après, on imagine une Chibaniya, comme on pourrait dire, une femme retraitée. On va la voir à l'image. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette photo ? Alors oui, alors cette dame, elle a eu très rapidement, elle a pris conscience en fait de ce qui se passait en Algérie et du fait qu'il fallait absolument qu'elle fasse quelque chose, il fallait que son combat il se matérialise et donc elle est partie dans le maquis.
en fait. Et son rôle à elle, c'était d'être un soldat, tout simplement, et de faire la même chose que les hommes à l'époque. Parce que c'est vrai qu'on est dans les années 50, donc à l'échelle internationale, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits, et que les femmes algériennes, elles se sont rendues compte qu'en faisant la même chose que les hommes, elles allaient être considérées de la même manière. Et c'est en faisant la même chose que les hommes, et en combattant pendant toutes ces années de guerre, qu'elle pouvait avoir de la reconnaissance auprès d'eux. Et donc c'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup parmi ces femmes-là qui ont combattu. Alors Gisèle Halimi aurait un jour, j'utilise le conditionnel, mais demandé à Ahmed Ben Bella, l'un des héros de la révolution algérienne, que vont devenir ces femmes combattantes une fois la guerre d'Algérie terminée. Il aurait répondu, elles retourneront au foyer. Et c'est terrible. C'est terrible parce qu'il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité, certaines d'entre elles sont retournées au foyer. Alors, il y a plusieurs explications, parce que j'en ai rencontré quand même beaucoup de ces femmes-là. Il y a celles qui voulaient plus entendre parler de la guerre, parce qu'elles voulaient juste retrouver leur foyer, donc leur mari s'il était encore vivant, les enfants s'ils étaient encore là. Ouais. Donc, elles voulaient juste retrouver une vie normale, anodine, quotidienne, en fait. Donc, il y a ce cas de figure-là. Et puis après, il y a ces autres femmes qui ont profité des actions qu'elles ont menées pendant la guerre pour obtenir des diplômes. Donc, à l'époque, elles n'avaient pas forcément la possibilité de faire de longues études et donc d'avoir un diplôme. Et certaines, après la guerre, ont fait de longues études pour avoir le diplôme, pour être infirmière, institutrice, professeure, etc. etc. Et vous avez notamment aussi rencontré Alice Cherki, un grand psychiatre spécialiste de Frantz Fanon. Tiens, peut-être Gilles Gauthier, avant que j'oublie, je me tourne vers vous, puisque prochainement va paraître un livre aux éditions Lattès que vous avez écrit, qui s'appelle Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe. Et ça commence par l'Algérie, justement. Mais vous le saviez que les femmes avaient joué un rôle important pendant la guerre. J'aurais envie d'écrire plus, parce que sur l'Algérie, et peut-être que je le ferai un jour, parce que justement, j'ai connu beaucoup de ces moudjahidat. Enfin, j'en ai connu beaucoup, j'en ai connu 4 ou 5. Et le souvenir que j'ai gardé, c'est d'une grande gaieté dans leur rencontre, d'une grande de bonne humeur. Et souvent, elles passent leur temps à raconter des histoires, des histoires tristes, des histoires dramatiques même. Mais en même temps, ça reste des combattantes. Et elles continuent, enfin certaines d'entre elles en tout cas, continuent à être bien présentes dans la vie du pays, et elles restent des combattantes. J'ai très envie de voir vos photographies, j'ai très envie de voir ce que vous faites. On a déjà quelques-unes aujourd'hui avec nous. Gilles Gauthier, l'Algérie bien entendu dans votre parcours, mais aussi l'Égypte, avec cette petite blague que vous me faisiez juste avant l'émission. L'Égypte, vous savez, on dit le gueux de Gamal Abdel Nasser et non pas le jeu. Alors là-bas, on vous appelle Gilles Gauthier, donc c'est bien Gilles Gauthier. Alors l'épopée du canal de Suez, nouvelle expo événement à l'Institut du monde arabe à Paris. Alors le 6 août 2015, à l'issue d'une année de travaux titanesques, l'Égypte a inauguré en grande pompe un tout nouveau canal de Suez, 37 km, doublant le canal historique, lui-même élargi par ailleurs sur 35 km. C'est ça le point de départ en fait de l'exposition? C'est ça le point de départ, dans la mesure où Jack Lang était invité à cette inauguration. En rentrant, nous a dit, et si on faisait quelque chose là-dessus? Mais il l'a laissé à notre libre appréciation. Et nous nous sommes retrouvés deux très enthousiastes, Claude Mollard, qui est le commissaire général, et moi, nous avons dit tout de suite oui. Mais l'idée n'était pas spécialement de parler de ce nouveau canal, qui est important. Hein. Le canal a toujours besoin d'être approfondi, élargi, parce que sinon, il est concurrencé par la route du sud de l'Afrique et peut-être bientôt par la route du pôle Nord. Mais nous avons voulu parler de l'histoire. Alors, 5000 ans d'histoire, 4000 ans d'histoire, à partir du premier canal, du canal des pharaons. Mais pour moi, ce qui comptait beaucoup, c'était de raconter 200 ans d'histoire, qui était l'histoire de cette renaissance égyptienne qui date du début du 19e siècle, avec l'arrivée de Mohamed Ali, cette modernisation du pays, cette ouverture du pays, et dans le canal, si vous voulez, se trouve être un peu le fil rouge, le symbole, renaissance qui n'aboutit pas, enfin qui aboutit tout de même, dans la mesure où l'Égypte continue à se développer, mais qui n'aboutit pas à faire renaître un pays indépendant, puisque cette indépendance
donc supprimée, qu'elle n'était pas totale, puisque l'Égypte faisait partie de l'Empire ottoman, mais elle n'arrive pas à terme parce que bien, il y a l'intervention, c'est la période de l'impérialisme, cette fin du 19e siècle, et il y a l'intervention de la Grande-Bretagne, et en 82, l'Égypte perd son indépendance. Oui. Donc le canal, qui au début est une œuvre d'enthousiasme, de grandeur, tout d'un coup devient une plaie, une blessure. Alors, des images, des textes, des vidéos, il y a de la fiction. On embarque donc sur cette voie artificielle. Dites-nous d'abord quand même en quoi c'est une voie unique en son genre dans le monde. Comment naît-elle d'ailleurs ? D'abord, je crois que c'est un canal de 162 km, sans écluse. Je ne pense pas qu'il en existe d'autres aussi importants. Alors, percé entre 1859 et 1869, sous la direction de Ferdinand Lesseps, creusé de main d'homme, dit-on, et dont l'idée remonte à 4000 ans, vous l'avez dit. De main d'homme au début, puisque le recours à la corvée a suscité un scandale international. Il y a eu une prise de conscience internationale et la compagnie a été obligée de recourir à la mécanisation. Donc, la première mécanisation dans les travaux de génie civil, c'est le canal de Suez. Donc, 3 ans ou 4 ans de main-d'œuvre et le reste avec la mécanisation. Ce canal, donc, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il unit tout un ensemble de mers, la Méditerranée, Atlantique, mer Noire, et puis tout un autre ensemble qui sont les mers du Sud, qui étaient des zones incommunicables. Et donc, tout d'un coup, ces zones se retrouvent, se unissent. C'est organisé en 4 temps, cette exposition. On est tout d'abord le jour d'inauguration, 17 novembre 1869. Comme si on y était, d'ailleurs, le public peut même choisir d'être à la tribune avec des personnalités célèbres, notamment l'impératrice Eugénie ou encore l'émir Abdelkader, l'émir algérien. On peut revivre l'événement. Peut-être une question pour vous, Morad Montazami. Ça vous évoque quoi, le canal de Suez ? À vrai dire, moi qui travaille un petit peu sur les modernités arabes, notamment dans les années 50, 60, 70 et toute la période de l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a effectivement des trajectoires d'artistes de tout le monde arabe en fait, qui ont donné lieu à ces courants artistiques et politiques pan-arabes, entre guillemets, pour lesquels cet événement représente un point de cristallisation particulier. Il y en a d'autres aussi avec la Palestine, mais celui-ci en fait partie. Donc il est véritablement à inscrire aussi dans une cartographie, en tout cas pour ce qui concerne les artistes, c'est mon sujet d'étude, qui participent d'un certain panarabisme. Alors justement, la vie autour du canal, elle est marquée par le caractère cosmopolite de ces villes, vu la géographie que vous avez évoquée. Mais comme le dit Morad Montazami, il y a aussi les points de crispation, l'épicentre de nombreuses crises. Il y a eu beaucoup de conflits. On pense notamment au discours de Nasser et à la nationalisation de ce même canal de Suez en 1956 qui a provoqué une guerre. Dans l'exposition, le discours de Nasser n'est pas traité comme une crise, mais comme un des moments clés de l'exposition. C'est-à-dire, le premier moment clé, c'est l'inauguration, très spectaculaire, avec un grand rideau rouge, enfin. L'autre moment clé, c'est le discours de Nasser qui fait passer à une histoire nouvelle. Et puis, ça a été suivi d'une crise grave qui a été la guerre de 1956, où la France, la Grande-Bretagne et Israël ont attaqué l'Égypte. Ça a été suivi ensuite, sans qu'il y ait un lien, par 2 autres guerres que nous traitons également. Mais 67 et 73, la guerre du Kippour. Mis c'est un moment très émouvant, je crois, de l'exposition. Moi-même, quand je passe dans l'exposition, je m'arrête. C'est un beau discours, d'ailleurs. On a trouvé un tout petit morceau. C'est très difficile de trouver des enregistrements de l'époque. Mais ce qu'on entend est beau. Et nous avons voulu lui donner justement toute sa place à ce discours. Alors, on va maintenant revenir à votre nouveau projet, à vous, Nadja Makhlouf, les femmes françaises de confession musulmane. On avait reçu ici dans Maghreb Orient Express Zahra Ali, qui avait écrit un livre sur les féminismes islamiques. Vous, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous intéresser à ces féministes de confession musulmane en France ? Je crois que, tout simplement, comme mon travail il s'articule autour des invisibles, et naturellement, j'ai envie de travailler sur des femmes qui sont invisibles. Et pour moi, les femmes musulmanes féministes sont, par conséquent, pas représentées ou suffisamment représentatives dans les médias. Et j'ai encore envie, d'ailleurs, je suis encore en train de travailler là-dessus, de faire un travail photographique autour de ce mouvement-là que l'on découvre nous et qui, pour moi, en tous les cas, existe depuis de nombreuses années de par le fait que j'ai grandi dans un environnement comme celui-là. Donc, aujourd'hui... Le paradoxe, c'est qu'en plus, elles font souvent l'actualité, la question du port du voile, de la condition des femmes, et pourtant, on les entend rarement. Oui.
Oui, c'est ça qui est assez... Donc là, on imagine que vous, l'expo, il y aura un texte à côté quand même? Oui, il y aura un texte. Il y a toujours, dans mes travaux, il y a toujours l'idée d'avoir un texte qui est accompagné de la photo parce que je trouve que le spectateur a besoin d'avoir tous les éléments qui permettent de comprendre un peu plus le sujet, surtout avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir aujourd'hui. On a d'autant plus besoin d'avoir des textes qui accompagnent les photos. Justement, il y a une libération de la parole des femmes avec le hashtag MeToo, moi aussi, depuis l'affaire Weinstein aux États-Unis. Vous avez commencé à rencontrer ces femmes, on imagine. En général, une femme française de confession musulmane féministe, elle est féministe comme on est chacun de nous, homme ou femme d'ailleurs, féministe. Ou, selon vous, c'est quoi d'ailleurs être féministe? Oh là là, à chaque fois, on me pose cette question-là et c'est difficile. Même souvent, c'est vrai qu'il y a un peu confusion du genre. Les gens pensent que c'est par exemple d'être contre les hommes, ce qui n'est pas du tout le cas. Le féminisme, c'est justement se battre pour qu'on aboutisse à une égalité pleine et entière. C'est tout à fait ça. Oh, oui. Et c'est vrai que parmi les femmes que j'ai pu rencontrer, elles sont dans ce même idéal, que les hommes et les femmes puissent être considérés de la même manière et puissent être sur le même pied d'égalité. Donc c'est vrai malheureusement, on part du principe que si on est de confession musulmane, automatiquement, on ne peut pas avoir des envies d'avoir les mêmes droits que les hommes et que ça se manifeste de la même manière. Or ce n'est pas le cas, en fait. C'est pas parce qu'on... Enfin, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, surtout en France, avec toutes les... D'où l'idée d'aller rencontrer justement différentes très féministes. Compliqué. On va maintenant passer, chers invités, à vos coups de cœur culturels respectifs. C'est notre séquence Atmosphère. Amis, vous avez choisi la rétrospective d'Ahmed Cherkaoui, artiste qui se tient en ce moment au musée Mohamed VI à Rabat, au Maroc. Pourquoi ce coup de cœur? Écoutez, déjà pour mettre un coup de projecteur sur le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, qui est une jeune institution qui mérite tous nos encouragements et à laquelle je souhaite un beau destin. Et parce que cette rétrospective de Ahmed Cherkaoui est tout simplement une des premières grandes rétrospectives d'un artiste marocain, mais aussi africain, et aussi d'une certaine manière pan-arabe, comme on avait discuté précédemment, avec un travail remarquable, notamment réalisé par une collègue que je salue, qui s'appelle Fatima Zahra Lakrissa. Et donc, pour jeter la lumière sur une exposition qui, j'espère, fera date. Un photographe qui jette, lui, la lumière sur le monde berbère, Farhad Bouhouda. C'est votre coup de cœur, Nadja Makhlouf. Pourquoi lui? Il photographie les berbères à travers toute l'Afrique, parce qu'on a tendance à réduire les berbères à ceux du Maroc et d'Algérie. Ils sont sur tout le Maghreb, même au-delà. C'est tout à fait ça. Jusqu'à Siwa. Oui. Alors on le voit à l'image. Je trouve qu'il fait un travail remarquable, il fait un travail extraordinaire. Et j'aime ses photos, tout simplement. C'est d'une banalité, mais j'aime ses photos. Il utilise le noir et blanc, moi j'utilise le noir et blanc. J'aime ses cadrages, j'aime ses lignes de fuite. Là, c'est un cours de langue berbère. Il y a le tiffinal, l'alphabet berbère. Exactement. Et c'est un photographe remarquable, plein d'humanité, qui est engagé, qui est intègre. Et je trouve que c'est bien qu'il puisse y avoir des photographes qui abordent l'identité kabyle de cette manière-là. Et là, votre coup de cœur, Gilles Gauthier, à vous, c'est un roman au très beau titre, Au pays des purs, roman signé Kenizé Mourad, édition Fayard. Pourquoi ce roman? D'abord parce que Kenizé Mourad est une amie, mais c'est la dernière raison que j'aurais dû dire. Vous avez l'honnêteté de le dire, au moins on le sait. Kenizé Mourad est victime de son succès. Elle a fait un premier livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Et on a retenu que ça d'elle. C'est un petit peu comme l'écrivain que je traduis, Aswani, dont on ne retient que l'immeuble Yacoubian. Et elle a écrit par la suite des livres très très intéressants. Je pense à Dans la ville d'or et d'argent, qui raconte justement l'histoire d'une révolte indienne qui se passe en même temps que le canal de Suez, à peu près, en même temps que se creuse le canal de Suez. Et c'est très intéressant, c'est très bien informé. Et Au pays des purs, alors là, on est dans l'actualité, et elle parle d'une façon romanesque du Pakistan maintenant, à travers le reportage que fait là-bas une journaliste française qui est emprisonnée, est otage, se libère, enfin s'enfuit. Mais à travers ça, on a
on a une information très bonne, très précise, très juste, aussi juste que dans des essais de spécialistes, et beaucoup plus agréable à lire. Et je pense que c'est très intéressant d'essayer de comprendre le monde à travers la vie des gens et pas simplement à travers des textes parfois un peu desséchés. La littérature plutôt que les textes parfois desséchés. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Maghreb Orient Express. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro. D'ici là, on reste connectés sur les réseaux sociaux. À dimanche sur TV5 Monde avec grand plaisir.